Alors, si on regarde ce que nous dit le développement de l'enfant et comment ça se superpose avec les travaux de Maria Montessori, on a deux grandes lois dans ce développement de l'enfant. Il y en a plus, mais on en retient deux. Le continuum génétique et la loi d'assimilation. Si on représente graphiquement ce qu'est le continuum génétique, en tant qu'espèce humaine, nous avons dans notre génome tout le déroulement de notre développement. C'est inscrit génétiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un petit, lorsqu'il naît, il est hypotonique, il ne peut pas redresser la tête, il est comme ça, il est recroquevillé. Et que va-t-il se passer? La première chose qui se passe, la première marche qu'il va pouvoir monter, c'est la marche du redressement de la tête. La musculature au niveau des cervicales va se consolider pour lui permettre de regarder, de suivre du regard. Et pourquoi est-ce que c'est d'abord le redressement de la tête, après le sourire social, etc., etc. Pourquoi cet escalier est-il fixe? Parce qu'il n'est pas lié au caractère individuel de l'enfant, mais il est lié à la génétique. Tous les bébés d'hommes vont donc gravir cet escalier, mais la particularité, c'est qu'ils ne le gravissent pas au même moment. On prend par exemple la marche. Un enfant, on vous dit en moyenne, un enfant marche à 1 an. En moyenne, ça veut dire que 50% des enfants de 1 an sont censés marcher. Mais si vous avez des enfants, vous le savez, il y a des enfants qui marchent à 9-10 mois pour les plus précoces, et il y en a d'autres qui vont marcher à 24-26 mois pour ceux qui traînent un petit peu plus sur cet item-là. Donc tous vont finir par monter cette marche, de la marche, mais ils ne le feront pas au même moment, en même temps, au même âge, ni de la même manière. Il y a des enfants, avant de marcher, ils vont passer par le quatre pattes, par le ramping. Il y en a d'autres qui ont des postures pour se déplacer très très personnelles, avec une jambe recroquevillée, sur les fesses. Voilà. Chacun va le faire à sa manière en respectant ce continuum. Ce continuum étant génétique, c'est comme si l'enfant avait conscience de ce qui se passe. Il est toujours attiré vers l'étape suivante. Lorsqu'il est à quatre pattes, il n'a de cesse d'aller chercher un tabouret, une table basse pour se mettre debout, pouvoir tourner autour et se préparer ainsi à cette position verticale qui va lui permettre de marcher. Lorsqu'il sait courir, il ne sait pas encore tourner à 2 ans, mais quand il voit un grand qui tourne, il le regarde et il dit « Waouh, c'est bien !» Et il a conscience que c'est ce qu'il a à faire. C'est une conscience inconsciente. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne se dit pas « Ma prochaine étape, c'est d'apprendre à tourner parce que pour l'instant, je me prends tout le temps la porte du salon. Je ne sais pas l'éviter. » Bien sûr qu'il ne le conscientise pas comme ça. Mais dans son continuum génétique, la marche suivante, c'est apprendre à éviter l'obstacle, à tourner. C'est-à-dire être capable de mesurer la distance qui me sépare de cette porte, pouvoir anticiper, pouvoir tourner. Sinon, vous l'avez tous constaté, les petits n'ont pas la capacité d'éviter un obstacle. Ils tombent. Il y a un sac, ils avancent, ils le voient, il n'y a pas de problème, mais ils vont se prendre les pieds dedans et patatras, ils tombent. Il faudra attendre qu'ils aient 2 ans et demi, 3 ans pour qu'ils puissent anticiper. On va voir comment ça se passe au niveau du cerveau, justement, pour pouvoir faire tout cela. Donc cette idée du continuum génétique est intéressante parce que si on regarde la pédagogie que Maria Montessori nous propose, elle tient compte de ce continuum génétique dans la progression pédagogique qu'elle propose à chaque âge pour les enfants. On a aussi une deuxième loi qui est parfaitement respectée, qui est la loi d'assimilation. C'est une loi qui a été découverte par Jean Piaget, grand spécialiste du développement de l'enfant. Que nous dit cette loi d'assimilation? Elle nous dit que lorsque nous sommes dans un apprentissage ou dans quelque chose qui est nouveau pour nous, on avance par bond, on n'avance pas de façon linéaire. Et donc, je fais des bonds, je fais des bonds, je fais des bonds. Pendant que je fais des bonds, je suis super content parce que je sens que je progresse, je sens que j'engramme de l'apprentissage, je sens que j'acquiers de la compétence. Et puis, à un moment, il n'y a plus rien. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Ce que je savais hier, c'est effacé de ma mémoire. J'ai l'impression que je ne sais absolument plus rien, que tout est confus dans ma tête. Ce support, ce rapport que j'ai pu lire la veille, qui était très clair, est tout d'un coup totalement obscur, comme si on l'avait crypté, il est passé en javanais, vous voyez, j'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe? C'est un stop que fait le cerveau. Notre cerveau a des capacités extraordinaires, c'est un immense ordinateur avec un câblage très particulier, comme on va le voir,
Et cet ordinateur, néanmoins, a besoin de faire des pauses, a besoin qu'on l'éteigne, a besoin de récupérer. Donc, quand on n'arrive plus à retrouver de l'information, quand on a l'impression d'avoir oublié quelque chose que l'on sait avoir engrammé dans notre mémoire parce qu'on l'a étudié ou on a fait une fiche synthèse, etc., et on ne retrouve pas, c'est parce que notre cerveau a besoin de digérer toute cette information, d'assimiler, et une fois qu'il aura fini d'assimiler, eh bien, go, il pourra repartir dans l'apprentissage. Dans la pédagogie Montessori, comment cela est respecté? Bien simplement parce que l'enfant travaille individuellement, la plupart du temps, même s'il y a bien sûr des temps de regroupement, mais les présentations du matériel sont faites en individuel. Il travaille à son rythme, il peut refaire aussi souvent qu'il le souhaite une activité, mais quand il est en assimilation, quand il est saturé par cette activité, quand le cerveau a besoin de faire un stop pour engrammer profondément dans sa mémoire profonde cette activité, il peut faire son stop. Si en classe, vous dites à la maîtresse pendant la dictée, « Maîtresse, je ne veux pas faire la dictée, je ne trouve pas les mots, même si je les ai appris, copiés hier », qu'allez-vous lui dire? Vous allez dire, « Non, mais là, c'est l'heure de la dictée. Je suis désolée que tu sois en phase d'assimilation, mais il faut qu'on fasse la dictée, parce qu'après, ce sera l'heure du calcul mental, et ensuite on fera la géographie, et après on sort. » Vous voyez? Donc, l'enfant est obligé de passer outre ces périodes d'assimilation, de ne pas respecter finalement ce dont son cerveau a besoin, ce qui n'est pas le cas en pédagogie Montessori, puisque si l'enfant est en assimilation, donc là il n'y a rien qui rentre, rien qui passe, il va aller faire une activité qui lui permet de laisser au cerveau le temps de vivre cette assimilation, une activité qui le ressource, comme par exemple peindre, dessiner, écouter de la musique, marcher sur la ligne. Il y a une ligne en forme d'ellipse dans les classes Montessori qui lui permettent de se calmer, de se recentrer, de faire plein de choses, mais pour l'assimilation, il y aura déjà cette fonction de cette ligne. Donc, cette loi de l'assimilation est également respectée dans cette pédagogie.